L'éducation à l'africaine, pour moi, je vais séparer l'éducation à l'africaine en deux parties. L'éducation à la maison, s'il s'agit bien sûr de parler de l'éducation pour un jeune, et l'éducation à l'école. En Afrique, il n'y a pas que les parents, bien la famille nucléaire ou directe qui a le droit de regard sur l'éducation de l'enfant. En Afrique, le voisin ou même l'enseignant, comme tu as dit, peut corriger l'enfant. Les classes éduquent beaucoup nos enfants à la place des parents. Pour les enfants, par exemple, en Occident, c'est des enfants qui avaient des contes avant de dormir, des enfants qui avaient des bisous, qui avaient des câlins, qui avaient des mots doux, qui avaient l'air épanouis. Donc, est-ce que tu penses que dans ce style d'éducation à l'africaine-là, les enfants se sentent épanouis? Est-ce qu'ils se sentent aimés? J'aimerais me poser une question. Est-ce que l'enfant doit se sentir Chef de famille, c'est celui-là qui doit établir, qui doit fixer la vision, la direction du foyer. Et la femme applique ses recommandations sans hésitation ni murmure. Les dots, c'est un événement qui arrive au cours de la vie du jeune garçon qui désire passer au stade d'homme. Si on te dit donne 10 pains, tu dis non, 10 pains c'est trop. 10 pains pourquoi? 10 pains par rapport à quoi? Moi, en tant que chef de cette famille ou chef de famille qui a élevé la fille, te dit non, tu prends toute ta famille, tu rentres. Tu ne vaux pas ma fille. Mais ta fille peut dire j'aime mon mari ou je veux rester avec lui. Non, elle n'a rien à dire. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle production de Diaspora africaine. Alors moi, c'est Wilfried Zemtsa et je suis accompagné de Yvan Format. Yvan Format et ensemble, on te parle Afrique, on te parle diaspora et surtout, on parle entre jeunes. Donc en effet, si on aborde tous les sujets qui animent le quotidien des jeunes africains de la diaspora et on en parle dans le but d'en faire des armes de développement massif. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos, liker, surtout partager pour élargir le canal de diffusion. Donc aujourd'hui, nouveau sujet. Et pour traiter ce sujet, on est accompagné d'un nouvel invité. Mais avant qu'il ne se présente, je vais faire un petit teasing. C'est que là, on en est à la 3e production de l'émission. Et sur ces 3 précédentes productions, on était plus axé panafricanisme. Mais pour les prochaines, on va switcher. On va aller plus sur le plan professionnel. On va parler du salariat. On va parler d'entrepreneuriat. On va parler du side business. On va parler salariat versus entrepreneuriat. Ensuite, on aura un autre plan sur lequel on parlera plus personnel, donc amitié, famille, relations amoureuses en diaspora, relations corporate en diaspora. Donc, abonne-toi, reste scotché parce qu'il y a du lourd, du très lourd qui arrive. Donc, Yvon, je te laisse le soin d'introduire notre invité. Alors, bonjour à tous, bienvenue à vous. Et aujourd'hui, nous sommes accompagnés d'un invité qui se prénomme Hervé. Hervé, comment tu vas? Bonjour Yvan, bonjour Wilfried, je me porte très bien. Ok. Hervé, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, succinctement en quelques phrases? Je suis Hervé Loïc Kouenwa, j'ai grandi au Cameroun. Aujourd'hui, je fais partie de la diaspora africaine, camerounaise, en France. Ok. Donc, tu as grandi au Cameroun, tu es venu en France. Quel est ton avis, du coup, sur le Back to Africa, c'est-à-dire faire le chemin inverse? Quel est ton avis sur la question Back to Africa? Ça, c'est une question très importante qu'on pose à tous nos invités. On avait d'ailleurs dit au précédent podcast qu'on allait faire un classement. Un tableau affiché sur lequel on allait recenser toutes les réponses. Donc, c'est une question qui nous intéresse beaucoup. Et voilà, on aimerait savoir quelle est ta position sur le sujet. Sur le Back to Africa, je pense que c'est une question fondamentale qu'on doit se poser en tant que jeune évoluant dans la diaspora. Et je pense aussi que au jour d'aujourd'hui, il doit être capital pour chaque jeune de penser à la pierre qu'il peut apporter pour la construction de l'Afrique ou de son pays en particulier. Donc pour moi, Back to Africa, c'est fondamental. Nous, jeunes expatriés ici à l'étranger, dans la diaspora, on doit tous penser à comment et en quoi est-ce que on peut améliorer notre pays. Donc, pour moi, le Back to Africa est très important. Avis très pertinent. Ça, c'est un invité qui fit vraiment à la chaîne. Classement positif. Au-delà de la pertinence, j'aime. On aime la vie. J'aime la réponse. Tu es classé en tier list verte dans le tableau. C'est très flatteur, merci. D'accord. Okay. En tout cas, merci pour ta réponse. Ça fait un nouveau score pour notre classement.
Donc, on va attaquer le sujet du jour. Vous voyez que j'ai des fiches à main. Vous avez sûrement remarqué. Donc, aujourd'hui, on va traiter le sujet un petit peu différemment. On a apporté un peu de fun. Le sujet du jour, c'est la tradition africaine. Vous voyez qu'on est un petit peu dans le thème côté vestimentaire. Donc, on va parler comme ça des éléments qui constituent la tradition africaine. Parce qu'avec entre jeunes, on a remarqué qu'avec la mondialisation, avec la globalisation, on assiste à un recul de cette tradition africaine-là du point de vue des jeunes. Il y en a qui s'en détachent consciemment parce qu'ils sont happés par la culture dominante occidentale. D'autres qui s'en détachent consciemment parce qu'ils jugent la culture africaine has-been. Donc aujourd'hui, on a décidé comme ça de prendre quelques éléments de la culture africaine sur lesquels on va donner nos différents points de vue sur la chaîne en tant que jeunes. Donc le jeu, il est très simple, c'est qu'on a une carte, on a des cartes qui recensent ces différents éléments-là. On va les tirer au hasard et on va les traiter. On va donner nos points de vue dessus. Donc, je vais déjà vous présenter les cartes. On a plusieurs points. On a l'éducation. On a la gestion de l'argent et de la famille. On a la gestion de l'argent, pardon. On a les langues africaines. Je vais pas regarder, c'est vraiment aléatoire. Hein. Donc, ouais, c'est très intéressant. On a la gestion de la famille. Je crois que ce qu'il y a après, c'est les rites et les coutumes. Après, on a le mariage et la gestion du foyer. Et enfin, je crois, on a déjà parlé de l'éducation. Donc, on a 6 points au total sur lesquels on va étayer au cours de ce podcast-là. Donc, vu que le but, c'est d'être aléatoire, on va faire un petit mélange rapidement de ces éléments-là. J'ai l'impression de boxer les cartes, là. Les cartes du check Donc, games. le but, là, c'est c'est de les tirer au hasard et puis, ce qu'on tire, on le traite. Donc là, on va donner la primeur à notre invité. C'est toi qui auras, Hervé, ce privilège de choisir les sujets sur lesquels on traite. Ok. Premier sujet, peut-être. D'accord. Premier sujet. D'accord. Oh là là, on a tiré l'éducation. Tirer l'éducation. Oui. L'éducation, donc, premier thème, je te reprends la fiche. Je te demanderai, je vais commencer par toi parce que tu es l'invité du jour. C'est quoi pour toi l'éducation à l'africaine? Lorsqu'on entend éducation, parce que le but vraiment ici, c'est de dire ce qu'on pense de la culture africaine. Donc, il y a plusieurs types d'éducation en fonction des zones. Donc, c'est quoi pour toi lorsque tu entends éducation en tant qu'africaine? Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que tu as envie de dire sur le sujet? L'éducation à l'africaine, pour moi, je vais séparer l'éducation à l'africaine en 2 parties. L'éducation à la maison, s'il s'agit bien sûr de parler de l'éducation pour un jeune, et l'éducation à l'école. L'éducation à la maison, elle est essentiellement basée ou faite par les parents, voire les grands-parents. Et c'est une éducation dans laquelle on priorise beaucoup l'aspect respect des enfants. Les enfants doivent respecter les aînés. Et c'est une éducation centrée sur la transmission d'un ensemble de valeurs qui existent dans la famille. C'est pourquoi le jeune africain incarne certaines valeurs. Quand on va parler des vertus d'hospitalité, de respect, le jeune africain, il ne l'a pas par bon vouloir. Il l'attire de son éducation et de ses parents. D'accord. Du second aspect, quand je vais parler de l'éducation à l'école, c'est qu'à l'école, l'éducation est dispensée d'une façon particulière que je ne dirais pas mauvaise, parce qu'il y a une certaine coercition qu'on exerce sur les élèves, en fait, non pas dans le but de la brimade, mais dans le but de tirer le meilleur d'eux. Je pense que nous tous ici, on en sait quelque chose. Quand même. Oui. D'accord. Donc, ce que tu dis est très pertinent. Et moi, j'aimerais rajouter encore en plus un point, parce que tu as fait la distinction entre l'éducation à la maison et l'éducation à l'école. Et je pense que ce qui fait encore plus la particularité de notre éducation à l'africaine, c'est que chez nous, même nos instructeurs, c'est-à-dire les enseignants, sont aussi chargés de transmettre les valeurs de la culture aux enfants. Ils les transmettent aussi des valeurs de respect. Ils font partie de relais pour les parents, pour s'assurer que les enfants, à la maison comme à l'école, respectent bien les valeurs
et toutes les caractéristiques qu'on veut les transmettre. Oui, il y a vraiment cette complémentarité entre l'éducateur à l'école et les parents à la maison, de telle sorte que l'enfant, avec sa bêtise, c'est vrai qu'il n'y a pas d'outil internet de communication entre parents et enseignants, mais très vite, le parent est informé de la bêtise de l'enfant ou de son fils, et ça permet aux parents d'avoir un certain relais autoritaire qui permet de recadrer le jeune Africain et d'éviter certaines bêtises, certains mœurs de dépravation qui détruisent les jeunes. C'est très important ce que tu dis parce que je vais appuyer sur ce point parce qu'en Afrique, il n'y a pas que les parents, bien la famille nucléaire ou directe qui a le droit de regard sur l'éducation de l'enfant. En Afrique, le voisin ou même l'enseignant, comme tu as dit, peut corriger l'enfant sous la validation du parent. C'est-à-dire c'est le parent qui lui dit qu'est-ce que tu me dis, qu'est-ce que l'enfant a fait? Eh bien, fais-lui telle chose. Donc il y a cette éducation-là qui est partagée entre tous les membres de la société, qui est vraiment très importante parce que ça permet à l'enfant d'être discipliné, non seulement dans tous les endroits où est-ce qu'il se trouve, mais surtout de bénéficier de l'éducation, peu importe où est-ce qu'il se trouve. Donc l'éducation, ce n'est pas que à la maison. Et c'est très important que tu aies fait que tu aies remonté l'éducation à l'école. Parce que je l'avoue, lorsqu'on préparait ce sujet, on parlait d'éducation, on parlait principalement d'éducation de la famille, donc à la maison. Mais à l'école, ça compte aussi. Au quartier, ça compte aussi. Ça compte à l'école, ça compte au quartier. Ton point est très pertinent. Et dans le sens de ce que tu dis, il y a un dicton africain qui dit que l'enfant, en fait, ce n'est pas l'enfant de la mère, mais c'est l'enfant du monde. C'est pour ça que tout le monde a en fait ce regard, ce droit d'éducation, ce droit d'apporter une plus-value aux jeunes. Parce que ce jeune qui réussit, ce jeune qui sait se comporter, ce jeune qui s'intègre dans la société, c'est un bon élément pour tout le monde. C'est tout le monde en bénéficie. Moi, je pense pas que je vais rajouter plus que ça parce que moi, mon point principal, c'était de dire que l'éducation africaine, c'est une éducation à la dure. C'est-à-dire où on n'a pas forcément besoin, on n'est pas dans la bienveillance, où on prend la vie de l'enfant, on lui demande ce qu'il veut faire, on est vraiment au petit soin avec lui. Tu fais ça et puis c'est tout. Donc c'est vraiment ça l'éducation africaine. Et là tu l'as dit, donc tu as rejoint mon point. C'est très intéressant que tu parles d'éducation à la dure parce que nous, étant la diaspora, c'est l'un des premiers points qui choque quand on leur parle de notre enfant. C'est dire, ah oui, vous avez été punis, on vous a fait faire, je sais pas, on vous a mis à genoux sur des graviers. comme on le faisait à l'école. On nous a fait planter des choux, pour ceux qui ont la référence. Oui. Exactement. Et on nous fouettait. Et c'est aussi cet aspect punition physique, châtiment corporel qui fait beaucoup grincer des dents lorsqu'on en parle ici en diaspora. Oui. Et est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce qu'on devrait... Oui, cela ne s'assimile pas de la maltraitance. En fait, cette formation a permis à l'enfant d'avoir des valeurs de discipline. Dans l'armée, ça se retrouve très facilement parce que la brimade dans l'armée n'est pas négative. Donc, la brimade est un outil est un outil utilisé par l'éducation pour faire intégrer à l'enfant et aux jeunes des valeurs comme on l'a dit, d'affirmation de soi et des valeurs, je ne sais pas, le mot m'échappe un peu. Vas-y, tu peux continuer. Puis, lorsque ça te reviendra, tu vas le dire. Et puis, je pense que c'est important de faire la différence entre brimade physique et agression ou violence, parce que c'est ce que les gens confondent beaucoup et c'est ce qui choque souvent. C'est que brimade physique en Afrique, c'est contrôlé. Mais après, il y a souvent des dérives. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui profitent de cela pour exagérer. On retrouve à l'école des professeurs quand même qui fouettent exagérément. On a des parents qui fouettent leurs enfants jusqu'à la trace ou jusqu'au sang. Donc ça, c'est deux choses différentes. Et c'est vraiment des cas à part. Mais en réalité, l'éducation sur la brimade africaine, c'est une correction. Voilà, c'est pas de la maltraitance. Il n'y a pas de séquelles, mais c'est pour la discipline. C'est vraiment la discipline. On est passé par là pour la majorité et puis. Non, on est tous passés par là. On en parle en riant aujourd'hui. On en parle en riant. On en parlait en riant à l'époque. C'est un héritage à conserver. Oui. Et tu penses à conserver? À conserver. C'est exactement la question. Est-ce que tu penses que ça c'est encore d'actualité de un et de deux? Est-ce que tu penses que c'est à conserver? Parce qu'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure d'éducation qui est relayée, c'est-à-dire à l'école, au quartier. Les voisins et les enseignants peuvent prendre le relais lorsque tu n'es pas sur les lieux. Mais aujourd'hui, est-ce que tu penses que les parents laissent encore les voisins ou les enseignants mettre main sur leurs enfants ou tout simplement réprimander de façon verbale leurs enfants? Est-ce que tu penses que ça, c'est encore l'actualité?
sur le fait de le maintenir. Je pense que là, tu es d'avis, donc là, on a déjà la réponse. Est-ce que tu penses que c'est encore vraiment Après le fait? maintenir, on n'est pas sûr. Il va nous développer son avis, on verra. Il y a peut-être des Vas-y. nuances. Vas-y. Oui, en fait, la maintenir, vu que dans notre art de vivre, dans notre façon de vivre, je pense que c'est un héritage de notre façon de vivre. Mais malheureusement, on va constater que notre culture, notre façon de vivre aujourd'hui est influencée par des cultures étrangères. Aujourd'hui, les telenovelas éduquent beaucoup nos enfants à la place des parents. Et pas de patrouille. Donc, donc, où est la place de l'influence des télévisions, des telenovelas, de l'éducation brésilienne, je veux dire de l'éducation qui ne correspond pas forcément à ce que l'on connaît de notre société. En fait, c'est ça qui, je pense, à un certain moment, fait en sorte qu'on perd ces repères-là et que ça devient plus difficile pour un parent d'accepter, en fait, que la brimade vient d'un autre, d'un voisin, etc. En fait, ce que tu veux dire, c'est, vu qu'on laisse passer des éléments subliminaux d'autres cultures chez nous, on n'est plus sûr si le voisin partage les mêmes cultures les que mêmes nous, valeurs les mêmes culturelles que valeurs, nous. exactement. Du coup, ça devient risqué et dangereux de laisser le voisin transmettre sa vision du monde, qui est peut-être occidentale, qui vient d'ailleurs, sud-américaine, exactement, qui vient d'ailleurs à nos enfants. D'accord. Donc, c'est pourquoi l'éducation elle est plus recentrée à la maison. On cherche plus à éduquer à la maison parce que tout le monde ne contrôle pas l'accès aux programmes télévisés des enfants. Et là, ça peut être un moyen de dépravation. Et c'est malheureux, c'est aussi un constat. Donc là, on a clairement une régression des valeurs parce que là, si tu te retrouves avec moins de personnes qui peuvent prendre en charge l'éducation de ton enfant, c'est une régression, ouais, je pense. Justement, ça retire tout l'aspect communautaire propre à l'éducation africaine. Oui. Où chez nous, un Africain est d'abord enfant de sa société. C'est justement enfant de sa société, membre de la famille, avant d'être un individu, avant d'être de s'affirmer personnellement. Fait d'abord partie de la société, avant d'être un individu. Exactement. Et moi, je veux parler d'un point, c'est l'épanouissement, même l'amour. C'est-à-dire que lorsque on regarde justement ces programmes télévisés-là, lorsqu'on était même plus jeune, on se rendait compte de la différence culturelle. C'était pour les enfants, par exemple, en Occident. Et c'est des enfants qui avaient des contes avant de dormir, des enfants qui avaient des bisous, qui avaient des câlins, qui avaient des mots doux, qui avaient l'air épanouis. Donc, est-ce que tu penses que dans ce style d'éducation à l'africaine-là, les enfants se sentent épanouis? Est-ce qu'ils se sentent aimés? J'aimerais me poser une question. Hein. Est-ce que l'enfant doit se sentir aimé? Parce que trop montrer son amour peut détruire l'enfant. Parce que on est tout à fait d'accord que tout parent aime son enfant. En fait, qu'il le lui montre ou pas, il l'aime. Il aime ce qui est bon pour lui. Donc, le sérieux qu'il peut mettre dans son éducation n'empêche pas le parent, en fait, n'est pas gage de l'amour ou pas du parent. Parce que le parent qui aime son enfant aime ce qui est bien pour son enfant. Exactement. Donc, même si ça déplaît à l'enfant, le parent sait que c'est ce qui est bien pour l'enfant. Parce que l'enfant n'est pas à même de décider de ce qui est bien pour lui. Il n'a pas encore assez d'outils pour pouvoir juger de par lui-même de ce qui est bien. Il a un peu un regard biaisé. Exactement. Okay. Mais dans ce cas, ça pourrait être aussi le rôle du parent de lui faire comprendre qu'on le fait pour lui et pas contre lui. Parce que c'est ça justement qui fait toute la différence de perception chez l'enfant de mon père même ou il ne m'aime pas, tu vois un peu. Est-ce qu'à cet âge-là, l'enfant peut le comprendre? C'est toute la problématique. C'est toute la question. Exactement. Lorsque tu parles d'outils à donner à l'enfant et lorsque tu parles de communiquer avec l'enfant, j'ai envie de dire que j'ai envie de préciser ici que l'éducation à l'africaine, souvent, elle peut être scindée en 4 périodes phares. Une première période qui va de 0 à peut-être autour de 8 ans. Période dans laquelle l'enfant est un serviteur. Serviteur, je pèse mes mots, serviteur des parents, c'est-à-dire, il n'a pas son mot à dire. On ne lui demande pas l'avis pour lui acheter des couches, son lait, pour l'envoyer à l'école. Donc, il n'a pas son mot à dire, il subit toute la volonté des parents. Au-delà, il n'est pas forcément petit soin, mais il subit. Après, en fonction des familles, il peut être petit soin ou pas. Donc, on a cette période de 0 à 8 ans environ. Au-delà de 8 à 18 ans, il devient un disciple. C'est à ce moment qu'on commence à regarder vraiment l'enfant, regarder ce qu'il aime, regarder quelles sont ses passions, vraiment prêter attention à quelle peut être sa personnalité
C'est à ce moment qu'on commence à dessiner l'enfant. C'est à ce moment qu'on commence à prendre peut-être son avis, à lui expliquer les choses. Après, on a une troisième phase de 18 jusqu'à peut-être 25 ans, où à ce moment, on peut prendre l'avis de l'enfant. C'est-à-dire, c'est à ce moment que l'enfant peut s'asseoir et dire, papa, maman, ce que tu as dit là, je ne suis pas d'accord, sans recevoir une baffe. donc, c'est dans cette troisième phase où l'enfant commence à gagner en autonomie. Et après, on a une dernière phase où le parent devient conseiller pour l'enfant. Un conseiller, c'est-à-dire, c'est après 25 ans, l'enfant prend vraiment possession, il devient maître de sa vie. Et à ce moment, les parents sont les conseillers. Donc, c'est vraiment de dire que l'éducation à la dure, ça ne veut pas dire qu'on brime totalement l'enfant. C'est un processus vraiment disciplinaire dans lequel on a différentes étapes clés. Parce que, en dessous de 8 ans, tu vas pas prendre la vie d'un enfant. Qu'est-ce qu'il va te dire? Enfin, qu'est-ce qu'il sait de la vie, j'ai envie de dire. En dessous de 8 ans, en dessous de 18 ans même. Tu vas pas prendre son avis. Mais au-delà d'un certain palier, tu vas pouvoir consulter ton enfant pour prendre certaines choses. Mais pas trop tôt, parce qu'aujourd'hui, on voit des enfants dans certaines zones où on consulte l'enfant à 12 ans, 13 ans pour faire certaines choses. J'ai envie de dire que c'est... Oui, il s'agit progressivement voilà. de Donc, c'est vraiment l'éducation africaine. africaine. C'est une éducation à la dure, mais vraiment progressive. Et une partie, on est dur. Et avec le temps, on s'adapte en incluant comme ça là des nouveaux éléments qui permettent, voilà, d'aboutir à un enfant qui est très souvent droit. Parce qu'aujourd'hui, on voit... Ok. Tu m'as parlé de la phase serviteur plus disciple. Déjà, je veux rebondir sur la phase disciple. C'est un peu romancé ce que tu dis. Parce que je pense qu'on est serviteur, effectivement. Non, mais juste parce que on est capable de ne plus recevoir la baffe du parent. Oui, mais à partir de 8 ans. Mais je comprends très bien que à partir d'un certain âge, tu commences à avoir des conversations, des discussions pour connaître le comportement de ton enfant, pour savoir comment tu peux l'orienter. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est les conséquences de ce système-là. C'est qu'en fait, aujourd'hui, avec le système occidental, on se rend compte qu'après un certain âge, la phase où le parent doit devenir conseiller de son fils, il commence à vouloir lier une amitié avec lui. Il veut créer cette affinité qu'il n'a pas pu créer à cause de son éducation à la dure, qui a par contrainte ou par qu'il n'a pas pu créer, définition, qu'il n'a pas pu créer, qu'il a choisi de ne pas faire. Oui, il est dans son processus. Oui, voilà. Qui par définition justement l'empêchait d'avoir une certaine affinité et de créer une certaine distance avec son fils. Donc aujourd'hui, il y a ces conséquences-là que cette phase-là devant laquelle les parents sont. Et est-ce que ce n'est pas, est-ce que les parents justement ne devraient pas un peu revoir leur manière de communiquer pour à la fin, franchement dans la dernière phase, ne pas avoir cette période de ressentiment que les enfants peuvent avoir envers leurs parents et ne pas être assez proche pour avoir une relation de conseiller, conseillère et confident. Bon, pour moi, en fait, cette éducation à l'africaine qu'on appelle éducation à la dure, si on peut l'appeler comme ça, c'est une éducation destinée à à donner de l'autonomie au fur et à mesure que l'enfant est capable d'en avoir. Donc, pour moi, elle est tout à fait logique. Elle a une direction, elle a une finalité. Donc, quand l'enfant est en même de comprendre le bienfait qu'il a reçu de son éducation, je pense qu'il est plutôt très reconnaissant envers ses parents d'avoir eu ce sérieux envers lui qui lui ont permis sans doute certainement d'avoir des objectifs très précis, de réussir sa vie. Parce que, en fait, là, les parents donnent des clés à l'enfant pour qu'il réussisse sa vie, qu'il soit quelqu'un d'honorable, de respectable dans la société. Et quand l'enfant a réussi son parcours, il sait, je pense que dorénavant, il comprend les biens fondés de son éducation. Et pour lui, son parent devient un guide. Parce que, comme on le dit souvent, ce que le parent peut voir, même si l'enfant monte au-dessus du toit de la maison, il ne la verra pas. Par contre, le parent, il est assis dans la maison. Donc, un sage à 6 voix plus loin. Exactement, c'est un proverbe africain. Exactement. Donc, c'est pour caractériser cette vision particulière et cette meilleure compréhension du monde qu'a nos parents. En fait, là, c'est dans un aspect vision globale du monde, parce que l'enfant, il apprend, il acquiert des compétences, il peut développer des compétences que le parent n'a pas, bien sûr. Donc, sur cet aspect-là, le père viendra aussi à l'école du fils pour, en guise de fierté, se vanter du mérite de ce que c'est faire son fils. Très clairement. Exactement. La fierté, c'est quelque chose de très fort. On en parlera peut-être dans la suite avec les autres sujets. Mais pour répondre à ta question, lorsqu'on parlait ensemble de tous les trois de process qui évoluent avec le temps, notamment au niveau de l'autonomie ou de la dureté qui régresse, c'est en règle générale, c'est-à-dire la règle générale qui a été établie de par le passif
de la communauté ou bien des Oui, différentes un familles. constat. C'est en règle société. générale. Mais avec chaque enfant, il y a des adaptations qui peuvent se faire. Éduquer un enfant, c'est pas chose facile. C'est une très grosse tâche. C'est vraiment un être qui vient de toi et c'est toi qui le façonnes. Lorsqu'on parle de 0, 8 ans, 8 ans, 18 ans, sur cette période-là, l'enfant est ce que ses parents ont voulu qu'il soit. Donc, c'est vraiment une tâche très ardue que chacun des parents doit prendre à cœur. Donc, tu dois vraiment regarder ton enfant, le suivre, l'observer, voir quel type de relation est-ce que vous pouvez avoir. Si tu te rends compte qu'à partir de 12 ans, tu peux avoir une communication plus ouverte avec ton enfant, là, tu peux le faire. Mais en règle générale, c'est pas souvent le cas, mais ça peut arriver qu'il y ait des exceptions. Et dans ce cas, il faut bien sûr adapter le style d'éducation qu'on donne à son enfant en fonction de celui-là que tu as en face de toi. Je pense que c'est un peu ça. Hein. Exactement. Cette acquisition de l'autonomie progressive, ces clés que le parent donne à l'enfant pour réussir sa vie, pour ouvrir les différentes portes qu'il peut avoir sur le trajet, sur le parcours de la vie d'un jeune homme. Exactement. Okay. Donc, bon, pour résumer le point, du coup, on dira que l'éducation à la dure chez nous ne crée pas des hommes traumatisés, mais des hommes forts. Des hommes forts. Intègres qui savent se comporter en société. Avec des valeurs fortes. Exactement. Prochain sujet. Okay. D'accord. Prochain sujet. Mariage et gestion du foyer. Oh là. Tu as bien l'envers. Mariage et gestion du foyer. C'est fort, là. Ah, c'est fort. La transition, elle est brusque. C'est fort. Donc, d'accord. Commence-toi peut-être par toi, Yvon. C'est quoi, toi, en tant qu'Africain, ta vision du mariage et de la gestion d'un foyer?